L'accès à l'éducation des femmes tunisiennes date d'avant l'indépendance. Il est aujourd'hui généralisé. À l'université, le pays a même un taux de scolarisation des filles supérieur à celui des garçons, puisqu'elles représentent près de 55% des effectifs. L'existence d'une élite féminine dès l'entre-deux-guerres a joué un rôle important dans la constitution de l'identité du pays. Il y a toujours un passé derrière. Les gens ne sont pas venus comme ça pour installer. Donc il y a eu des femmes qui ont tenu des réunions, qui ont poussé. Même si c'était modeste, elles l'ont fait. À l'époque, c'est-à-dire avant un peu l'indépendance et après, naturellement, il y avait en Tunisie, d'une manière générale, peut-être davantage à Tunis ou à Sousse ou à Sfax ou dans des grandes villes, il y avait déjà un tissu social. Je ne me rappelle pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement quelconque par rapport à ma mère, par exemple, dans sa vie elle-même, ou par rapport à des amis de ma mère. La Tunisie, elle n'est pas tout à fait à l'image des autres. Il y avait, même à Sousse, il y avait les jeunes filles étaient déjà au lycée, pas seulement au lycée, elles ont fait des études supérieures à Sfax. C'était important, ce qui n'enlève rien à la dimension du code de statut personnel. Indéniablement, il n'y a aucune commune mesure entre la Tunisie et ni le reste du monde arabe, ni l'Afrique dans cette catégorie-là. Tout ne s'est pas joué en 1956. À Tunis et dans les grandes villes, des courants réformateurs, influencés notamment par l'intellectuel Taha Haddad, avaient encouragé l'émancipation de certaines femmes de la bourgeoisie bien avant l'indépendance. Aujourd'hui mixte et fréquenté par plus de 2000 élèves, il a ouvert ses portes à la rentrée de 1900 à l'initiative d'une Française, Louise Renée Millet, femme du résident général en Tunisie. Cette année-là, elle n'était que 5 fillettes à suivre les cours de cette école et n'avait sûrement pas conscience de vivre une vraie révolution. Bientôt, les filles de la bourgeoisie tunisoise allaient s'y presser et accéder à des formations universitaires. Première bachelière en 1928, Tawhida Benchir devint la première femme arabe médecin et gynécologue. Aujourd'hui âgée de 96 ans, elle a dirigé et contribué à créer le planning familial tunisien. Je suis la première femme médecin. Il y en a eu d'autres certainement après. Mais enfin, ici en Tunisie, j'étais la première femme installée en médecin, gynécologue, obstétrique. J'étais au foyer international des étudiantes, boulevard Saint-Michel. C'était en 29-30. Et je ne pensais pas que ça allait se faire, que ça s'est fait. Avec l'éducation, le développement précoce du planning familial constitue le second levier de l'émancipation des femmes. L'accès à des consultations gratuites se généralise dès le début des années 60 et l'avortement est légalisé en 1963 pour les femmes ayant plus de 5 enfants. En 1973, il est légalisé pour toutes les femmes, quelle que soit leur situation. Aujourd'hui, les Tunisiennes ont en moyenne à peine plus de 2 enfants, alors que ce chiffre était de 7 dans les années 60. Elles ont quitté leur village. Elles sont descendues des collines. Au long des oueds, elles ont marché pendant des heures. Où vont-elles? Eh bien, se faire poser un stérilet au dispensaire du planning familial.
Le planning a ses équipes mobiles qui vont de village en village pour les examens nécessaires, les interventions lorsqu'elles sont jugées justifiées. Au début, il y avait la pilule. Comme elle coûte fort cher, on a opté pour le stérilet en plastique que la population tout entière et avec enthousiasme a instantanément baptisé le Scooby-Doo. Pourquoi es-tu venu ici? Chez nous, il y a des voisines qui ont le Scooby-Doo. Combien as-tu d'enfants? 6. Mon mari est vieux, mais il n'arrête pas quand même. Alors, moi, il y a trop d'enfants et pas assez de travail. C'est pour ça que je coupe. Qu'est-ce qu'il en dit, ton mari? Eh ben, il m'a dit, tu peux y aller, ça fait rien, tu peux y aller. Alors, je suis venu. En 1963, il y a eu l'autorisation de faire l'avortement pour les femmes qui avaient 5 enfants. C'était conditionné. Il fallait réfléchir, organiser un consensus avec les religieux, notamment, pour autoriser l'avortement. Et les autorités religieuses ont autorisé que pour des raisons de préservation de la santé de la femme, et expliquant que le souffle de la vie, selon le hadith, n'apparaît qu'après la 12e semaine de l'évolution fœtale. On pouvait contrecarrer justement cette grossesse si on le faisait avant la 12e semaine. Le plus important pour nous, les femmes, c'était que la loi de l'avortement ait été acceptée. Vous savez que donc cette loi a été votée bien avant la loi française, bien avant la loi suisse, etc. Souvent, quand on parle de notre programme, on nous dit « Ah oui, vous n'êtes pas comme les autres ». Je dirais même qu'on nous laisse comprendre qu'on n'est même pas de bons musulmans. C'est pas vrai, nous sommes de bons musulmans. Mais nous avons aussi conscience que chacun doit évoluer dans l'intérêt de sa société et dans l'intérêt de chaque membre.